Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te faire remarquer que nous sommes présentement sur une espèce de caillou qui est dans l'espace et qui bouge sur plein d'axes à cause de différentes gravités, de machin et tout, de trucs compliqués quoi. Mais bon, on est un caillou dans l'espace et sur ce caillou, il y a deux choses importantes, il me semble. En plus du fait que ça soit à un endroit pile, à une distance assez espacée du soleil, mais suffisamment proche pour avoir une température qui nous convient, dans laquelle on a été conçu et pour laquelle on est fabriqué, on va dire, enfin on est adapté. Donc il y a aussi deux autres choses, c'est l'atmosphère qui est composée d'azote et d'oxygène et d'autres choses, mais en plus petite quantité. Et il y a aussi de l'eau. Et ce mélange, en fait c'est ces trois trucs, ce soleil, cette eau et cette atmosphère, en plus de ce caillou, hein. Mais déjà ces trois trucs mettent en branle le cycle de l'eau. C'est-à-dire l'usure à force de répétition de pluie des cailloux qui vont se désagréger en matériaux de plus en plus petits, qui vont être réduits à un état si infime, qui vont pouvoir être absorbés par les premiers êtres vivants. Et puis ensuite, plus il va y avoir de cailloux décomposés, plus il va y avoir de sable, d'argile, enfin je sais pas dans quelle ordre ça s'est fait, mais bon, il va y avoir beaucoup de trucs de plus en plus complexes et des animaux de plus en plus complexes. Et tout ça, c'est conçu, si tu veux, autour d'un truc qui a l'air passif. C'est l'ADN. Alors, je sais pas à quel. Enfin, mais ça a l'air hyper compliqué, quoi. Pour un truc qui est venu de nulle part, tu vois. Enfin, je crois que pour le génome humain, il faudrait 540 mégaoctets. Alors, ça fait pas énorme, mais ça fait quand même. Il y a une époque, ça se stockait sur d'immenses ordinateurs. Et puis, quand on y pense, ça c'est présent, si je dis pas de conneries, mais dans chacune de nos cellules. Donc ça veut dire que nos cellules, dans le noyau de nos cellules, on peut stocker 540 mégaoctets. Donc ça c'est une information précieuse, il faut la garder en tête. Je sais pas comment l'exploiter parce que je suis pas biologiste ou chimiste, etc. Mais je trouve que ça fait réfléchir, quoi. Dans chacune de mes cellules, si je comprends bien, hein, dans chacune de mes cellules, il y a une protéine qui stocke au moins 540 mégaoctets. Donc je sais pas combien j'ai de cellules, je suppose des milliards. Donc t'imagines, ça me semble gros parce que ça fait quand même beaucoup de doublons. Et comme la nature, elle a quand même la flemme, je me demande si vraiment toutes les cellules ont les 540 mégaoctets. Peut-être qu'elles expriment peut-être qu'elles contiennent que les informations pour lesquelles elles ont été créées. Mais bon, c'est pas le sujet en fait. Le sujet à la base, c'est que sur cette planète, grâce à ces trois facteurs qui sont le soleil, l'eau et l'atmosphère, commence à apparaître la vie, etc., à se développer la vie qui, si j'en crois mes observations, mes déductions sur le sens de la vie, essaie toujours de conquérir l'inerte, c'est-à-dire de péter le rocher initial, tu vois, pour le rendre assimilable par toutes les formes de vie, pour en fait le réduire à un état si infime qu'il est de nouveau utilisable, que tous ses possibles sont ouverts et que du coup il est utilisable par n'importe quel être vivant capable, suffisamment petit finalement, pour l'absorber. Et puis ensuite ça repart, ça se recomplexifie, le petit être vivant va être mangé par un plus gros, par un plus gros, par un plus gros. Et tout ça, c'est dicté, encore une fois, sur ces blocs, sur ces fils d'ADN, sur ces protéines présentes de partout. Donc en fait, autour de nous, mais je sais pas si tu te rends compte, quoi. Genre sur ces arbres là, sur toute la forêt, mais t'imagines même pas la quantité d'ultra d'ultra giga, je sais pas ce qu'il y a après, quoi. Octet, mais tu te rends compte la quantité d'informations qui genre autour de nous, mais c'est un truc de fou. Mais comment c'est possible? Genre,
Et nous, on galère à faire des petits PC de merde là, avec on a l'impression qu'avec 1 Tera, on est fou, mais tu te rends compte que 1 Tera, c'est peut-être genre un bout de peau morte, et encore. Bon, ceci étant dit, ça veut dire qu'il y a quand même. Mais attends, mais quand je regarde, là, je peux plus là, tu vois, je viens de faire une réalisation. Quand je vois à l'arrière de ma vue, je vois ces arbres là, tout ça, je vois l'eau et je me dis, mais attends, mais tout ça, genre, c'est vraiment de l'information, tu vois. On pourrait le lire quand on aura des appareils suffisamment, comment dire, performants, développés. Donc, bon, ça c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir. Mais à la base, c'est pas ça dont je voulais te parler. Si, en fait, mais indirectement. Ce dont je voulais te parler, c'est maintenant que on sait qu'on est un caillou dans l'espace et tout, et que dessus il se passe plein de choses. Je pense que tu as vu tu as vu la déduction venir grâce au titre, mais tout ça ressemble vachement à un vaisseau spatial. Oui, parce que un vaisseau spatial, c'est quoi? C'est comme un sous-marin finalement, mais qui peut aller dans l'espace. Donc c'est-à-dire, il doit être autonome pendant une certaine durée. A priori, la Terre, elle est capable d'être autonome pendant des millions d'années tant qu'elle est alimentée par le Soleil. Je ne sais pas combien de temps elle sera alimentée par le Soleil, mais ou combien de temps son noyau restera chaud. Mais bon, elle est quand même capable de survivre quelques années, quoi. Donc, cette autonomie, c'est une des premières caractéristiques, j'ai envie de dire, des vaisseaux spatiaux, mais il y a aussi, à bord des vaisseaux spatiaux, des unités intelligentes. Donc bon, je connais pas de sous-marin, comment dire, qui serait qui serait contrôlé par un organisme développé depuis l'intérieur, tu vois, qui aurait été mis. Enfin bon, je sais pas si ma métaphore elle est claire, je crois qu'elle est pas très claire. Ce que je veux dire, c'est que la Terre, c'est un vaisseau spatial qui a presque auto-conçu des formes de vie complexes, à partir de rien. De l'eau, peut-être qu'il y avait des petites bactéries spatiales à l'intérieur, et c'est ça qui a permis de développer plus vite. Mais t'imagines? Mais attends, mais elles viennent d'où ces bactéries spatiales? Tu vois, déjà, elles contenaient des petites... c'était des petites graines finalement, tu vois, des graines qui contenaient elles aussi des octets, peut-être très très peu, tu vois. Et elles sont arrivées. Mais d'où viennent ces bactéries, tu vois? Parce qu'on a retrouvé des bactéries sur Mars. Alors je me dis, est-ce qu'elles se développent à partir de l'eau, spontanément, ou est-ce qu'elles viennent d'une source? Ah, ça je peux pas te répondre parce que j'ai pas regardé suffisamment d'articles Wikipédia, malheureusement. Mais si ça t'intéresse, eh ben je pense que tu peux quand même t'y intéresser. Voilà. Ceci étant dit, on est donc sur un vaisseau spatial autonome, mais autonome. Ah oui, donc avec une forme de vie autour qui ne la contrôle pas vraiment, qui la contrôle indirectement. En fait, la Terre, elle a, si tu veux, un mécanisme, mais je sais pas comment il est conçu. Je suppose que tout ça, c'est très logique. Tous les éléments, à partir des atomes, la forme des molécules, machin, tout ça, c'est mécanique, c'est mathématique, c'est logique. D'où viennent ces règles? D'où viennent cela? Ça, je ne sais pas, tu vois. Mais bon, c'est pas l'important, parce que moi je te parle de ce vaisseau qui a une vie dessus, et cette vie finalement elle essaie de conquérir l'inerte. Et comment dire, si on considère qu'on est sur un caillou avant d'être sur un vaisseau, et que ce caillou finalement en lui-même il est inerte, même si il a à l'intérieur des réactions, de la chaleur, un noyau qui lui permet d'avoir finalement une activité vivante. Cette planète elle est vivante, mais est-ce qu'elle est consciente? Pas sûr. Pas sûr que le caillou en lui-même soit vivant. Après, avec toute la vie qu'il y a dessus, avec les différentes formes de conscience dont nous sommes un exemple, se sont développées, et ben, je suis en train de me dire que le but peut-être de cette vie, c'est de donner conscience à ce caillou, et donc de rendre, en plus d'être autonome, de le rendre auto-géré, d'être capable d'avoir un feedback qui dépasse simplement les réactions chimiques de base, même si on est un peu la somme de ça, quoi. On est un peu la somme de réactions chimiques, je sais pas à quelle échelle, mais vraiment très simples, qui se répètent à l'infini, et qui, comme c'est... En fait, tout se répète, mais vraiment tout se répète, comme ces morceaux d'ADN, tu vois, là, c'est des petites réactions qui se passent, et tout ça,
bah, tu vois, c'est comme des engrenages, quoi. Il y a pas 36 moyens, ça doit se passer d'une manière dans un contexte quand il y a ces éléments. Mais bon, après, si tu vois ça comme simplement, je vais dire, ouais, simplement une suite d'opérations mathématiques, on pourrait presque croire que tout ça est simulé et que en fait, la planète, c'est un peu le stockage, c'est un peu la mémoire de tous ces milliards d'années qui se sont passées ici. Parce que finalement, les arbres, finalement, les animaux et finalement les humains, on est la mémoire d'un processus d'évolution. On est la mémoire de centaines de millions d'années, d'un milliard, voire plus d'années. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de proprement incroyable. Et donc, pour finir sur ce sujet, je me disais, comment tu vois un vaisseau spatial? Eh bien, il y a à l'intérieur, comme dans un sous-marin, comme je sais pas, même dans une voiture, eh ben, il y a un équipage. Bon, on pourrait dire que dans le futur, peut-être que ça sera pas humain, ça sera un équipage organique ou une IA organique peut-être, voilà. Mais il y aurait quand même un équipage, quelque chose qui le contrôlera. Eh ben, est-ce que notre but, c'est pas un petit peu d'apprendre à contrôler, à utiliser notre pouvoir de conscience et d'abstraction, euh, de mémorisation, de et puis surtout d'association d'idées, un petit peu de rêve, j'ai envie de dire, mais ça fait un peu psychédélique, mais plutôt notre capacité à imaginer des nouveaux trucs que la nature, si on s'en exclut, ce qui est une erreur, mais si on s'en excluait, représenterait une opportunité de développer d'avoir un point de vue un peu méta, de prendre du recul, vraiment de passer à un niveau vertical, dans le sens où on peut nous-mêmes gérer consciemment, parce que il y a déjà quelque chose qui gère l'ADN, c'est le processus d'adaptation, d'évolution, je ne sais pas comment il fonctionne, on m'a jamais donné une bonne réponse, une réponse qui me convenait. Si tu en as une piste, parce que vraiment pour me convaincre de ce qui est à l'origine de ce processus d'évolution, ben, il va falloir t'accrocher, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus de ça, maintenant, on peut le faire de manière consciente, en prenant toutes les informations qu'il y a autour de nous, tu vois, en prenant chaque arbre, peut-être chaque plante. Là, je suis en train de faire mes semis, c'est pour ça que j'y pense. Je me dis, mais si je comprenais tous les facteurs qu'il y a dans ces légumes, je pourrais peut-être les reprogrammer pour qu'ils soient directement adaptés au contexte dans lequel ils sont, tu vois, au lieu de passer ces 3 générations, 4 générations pour les adapter à un contexte local. Et ben là, je pourrais simplement avoir des graines qui seraient en une génération peut-être, tu vois, je les croiserais avec un pollen de synthèse, ou alors même, je ferais des graines de synthèse, je sais pas comment ça se fera, mais bim, je les programme et tout, je fais ma variété sélectionnée, tu vois, une variété ancienne, une variété qu'il faut préserver, et je l'adapte au climat local, et puis ensuite, ça croît de partout. Mais bon, là, je suis encore malheureusement soumis aux lois de la nature, non pas de la nature, mais plutôt de, bah, de mon contexte temporel, parce que peut-être que dans le futur on y arrivera. Alors là, je suis simplement conscient que ça peut exister, mais je ne peux pas en jouir. Mais je sais que, je dois malheureusement passer, malheureusement, c'est aussi une forme de poésie, tu vois, mais de passer par ces 3 ou 4 générations d'adaptation pour que mes légumes soient, je suppose, ultra potent, tu vois, et qui soit prêt à faire beaucoup. Mais ça tombe bien parce que mon jardin va s'agrader en même temps, donc forcément la qualité de la terre va s'améliorer. C'est un peu un mariage, ça s'auto-nourrit parce que les espèces que je vais cultiver vont me laisser des bons trucs dedans, genre du feuillage, du paillage, des racines, etc., qui vont nourrir la terre et l'améliorer d'année en année. Donc finalement, le processus d'adaptation, il va être suivi du processus d'aggradation. Mais ça, c'est juste pour t'illustrer une des activités que pourrait avoir l'équipage d'un vaisseau. Parce que c'est là où je voulais en venir. Finalement, moi, quand je vois un vaisseau spatial, je me dis, dessus, je vois, tu sais, genre des humains du futur qui pianotent de partout et qui rétroprogramment. Et j'ai envie de croire que là, c'est un peu ce que je fais à mon échelle, à mon époque. Je suis en train d'extraire des informations de la nature et j'essaie de les adapter. Et je fais fonctionner les mécanismes que j'ai à ma disposition avec les outils de mon époque, oui, de mon contexte. Et je fais de mon mieux. Mais je suis quand même en train de faire mon job d'équipage de ce vaisseau Terre. Et je trouve ça fascinant, je trouve que c'est un jeu
que c'est une vraie bibliothèque, la nature, et que c'est comme un puzzle, tu vois, dans lequel tu vas mettre des pièces ensemble pour qu'elles fonctionnent au mieux, qu'elles créent une bonne synergie. Et bah ça, je trouve ça fou. Et je t'invite à faire la même chose. Salut.